Bienvenue à tous sur cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire de l'actualité. L'Assemblée générale des Nations unies a ouvert ce mardi à New York. De nombreux présidents africains ont fait le déplacement. Les discussions en portent sur la crise sanitaire ou encore la prévention des conflits. Le Mozambique améliore son offre énergétique. Le pays met en place un cadre réglementaire favorable au financement dans le secteur privé pour ainsi promouvoir l'inclusion économique dans les zones reculées. Et puis, ouverture ce lundi du sommet africain sur l'investissement dans la santé. Un sommet qui vise à améliorer l'accès aux médicaments en Afrique de l'Ouest et répondre aux limites du système de santé de la sous-région. Et dans ce journal, retour sur la compétition d'afro-basket féminin qui a lieu au Cameroun jusqu'au 26 septembre avec José Douglas. Mais d'abord, au Tchad, un conflit intercommunautaire a fait 28 morts ce dimanche 19 septembre. Un affrontement entre éleveurs nomades et cultivateurs sédentaires qui a lieu à Kidji, Mina et Tio, à l'est du pays. Localité située en zone aride de la bande sahélienne. Les habitants se disputent depuis plusieurs semaines une superficie de 25 km² de terre. Un conflit foncier récurrent au Tchad. Le gouvernement a déployé sur place plusieurs ministres pour restaurer le calme, mais les tensions persistent. Rappelons que début août, 22 personnes avaient péri dans des combats pour des raisons similaires, à 200 km à l'est de la capitale, N'Djamena. L'Assemblée générale des Nations unies se tient à New York du 21 au 27 septembre. De nombreux présidents africains sont présents pour échanger sur les questions de la prévention des conflits ou encore sur la lutte contre la pandémie de Covid-19. Les précisions avec Nathalie Mo. L'Afrique compte marquer sa présence lors de la 76e Assemblée générale des Nations unies qui se tient du 21 au 27 septembre 2021. Les chefs d'État africains déjà mobilisés pour l'événement annuel seront particulièrement intéressés par les débats sur la lutte contre la pandémie de Covid-19, mais surtout la prévention des conflits. En 2020, l'Afrique a été classée continent qui connaît le plus de conflits armés par le Global Peace Index. L'ONU a-t-elle les mécanismes pour prévenir efficacement contre les conflits en Afrique? Non, l'ONU a les textes, mais les moyens dont disposent les conseils de sécurité ne dépendent que de la bonne volonté des membres permanents du Conseil de sécurité qui, eux, ont des intérêts divergents. Les Nations unies veulent définir un véritable cadre multilatéral pour les 193 États membres. Un cadre qui va asseoir l'inclusion dans la prise de décision au sein de l'organisation mondiale. Point crucial de cette vision, la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU avec un élargissement de la représentation des pays en développement, d'Afrique notamment. L'Afrique étant un continent de plus d'1 milliard d'habitants, un continent qui fournit des richesses minières incommensurables à l'humanité, au-delà de richesses minières, une richesse culturelle assez énorme, qu'un tel continent ne puisse pas avoir voix au chapitre est une injustice qui non seulement doit être réparée, mais avec un siège, 1 ou 2 sièges de membres permanents des Nations unies, ce qui implique une réforme de la Charte et du Conseil de sécurité, l'Afrique aura son mot à dire, l'Afrique ne sera pas là que pour subir. La 76e Assemblée générale de l'ONU sera également le lieu du développement de la coopération entre les Nations unies et les organisations régionales et sous-régionales. L'ONU veut également faire peau neuve. Il sera question lors de ces assises de sa revitalisation. Une nécessité face aux défis multiformes auxquels fait face l'ONU sur les plans sécuritaires, politiques, sanitaires, entre autres. Et dans l'actualité également, au Burundi, 3 personnes ont été tuées lors d'attaques à la grenade perpétrées ce lundi à Bujumbura. Des explosions meurtrières survenues simultanément sur un parking de bus dans le centre de Bujumbura et un marché de la zone urbaine de Buiza. De nombreux policiers ont été déployés sur place pour évacuer les nombreux blessés. Les attaques n'ont pour l'heure pas été revendiquées. Elles surviennent au lendemain de l'explosion meurtrière d'une grenade dans un bar de la capitale burundaise et de tirs de mortier revendiqués par le groupe rebelle Red Tabara sur l'aéroport de Bujumbura le 18 septembre. Au Mozambique, le gouvernement met en place une législation sur l'accès à l'énergie hors réseau. Ce cadre réglementaire vise à créer un environnement favorable à l'investissement, notamment du secteur privé. L'objectif à terme est de promouvoir l'inclusion économique dans les zones reculées. Les précisions de Milfra Diamou. Le Mozambique mise sur l'accès à l'énergie hors réseau pour accélérer l'électrification au profit des populations. Le gouvernement a créé un cadre réglementaire régissant l'accès à l'énergie hors réseau. L'objectif, selon les autorités, est de promouvoir l'inclusion économique dans les zones reculées du pays.
Le règlement sur l'énergie hors réseau est le levier pour l'entrée de partenaires stratégiques car il clarifie les règles du jeu dans le développement de cette voie sans équivoque pour la réalisation de l'accès universel en 2030. Ce cadre garantira l'implication du secteur privé dans le développement de l'énergie hors réseau et protégera les investissements. Ce nouveau système permettra le déploiement des systèmes solaires domestiques, des mini-réseaux et des solutions de cuisson améliorées. La construction des systèmes de mini-réseaux va garantir une électricité fiable, durable et abordable aux communautés rurales mal desservies du Mozambique. À travers cette réglementation, le gouvernement mozambicain compte améliorer le climat des affaires dans le secteur privé en particulier. Le Mozambique est particulièrement bien desservi en termes d'irradiation solaire. Par les panneaux solaires donc, les populations qui le souhaitent recevront l'énergie directement du soleil sans besoin d'être nécessairement connectées au réseau national. Il s'agit là d'un modèle d'autonomisation énergétique qui permet à plusieurs localités et ménages éloignés des postes sources de pouvoir s'épanouir. C'est le lieu donc de saluer le pragmatisme et le réalisme du gouvernement de son Excellence, M. Felipe Nyusi, qui a saisi l'opportunité des énergies nouvelles et déportables telles que le solaire pour améliorer la couverture énergétique du pays. Ces systèmes décentralisés de mini-réseaux basés sur les énergies renouvelables sont à étendre dans tout le pays et conviendra d'appliquer certaines facilités pour permettre à la population de bénéficier de panneaux solaires à des prix abordables. Cette initiative du gouvernement mozambicain intervient dans le cadre des efforts visant l'accès universel à l'énergie durable d'ici 2030. Notons que le Mozambique dispose d'un potentiel de production électrique estimé à plus de 19 000 MW, l'un des plus importants d'Afrique australe. La matrice électrique du pays est déterminée par l'hydraulique qui représente 81% de la capacité installée. Au Nigeria, des journées à ville morte sont opérées chaque lundi depuis le 9 août dernier dans le sud-est du pays, une opération lancée à l'appel du mouvement des peuples indigènes du Biafra qui réclame la libération d'un leader séparatiste. Toutefois, ces journées affectent l'économie du pays selon un sondage publié le 13 septembre. Robert Tobogbe. L'objectif de ces journées villes mortes est de dénoncer la détention de leur leader, Nnamdi Kanu. Interrogé par le cabinet de recherche SBM Intelligence, première plateforme de renseignement géopolitique au Nigeria, 1 millier de personnes dans les 5 États du Sud-Est disent soutenir cet appel à rester à la maison. Mais vu le contexte, ils n'ont pas vraiment le choix. Pour cet expert, c'est une stratégie classique du mouvement séparatiste du Biafra. Le mouvement IPOB a déjà recouru à cette stratégie par le passé, notamment lors de commémoration de l'indépendance du Biafra le 30 mai. Le mouvement séparatiste organise également des opérations villes mortes le jour de l'indépendance du Nigeria le 1er octobre. Pour l'arrestation de Nnamdi Kanu, c'est la même stratégie qui est revenue. Sur place, les autorités craignent que les journées villes mortes finissent par dégénérer. Sont redoutées la radicalisation avec une incitation à descendre dans les rues pour les manifestations de grande ampleur. Il pourrait s'en suivre une répression gouvernementale. À l'approche de quelques événements significatifs, le risque d'escalade est réel. Mais déjà, la perte de plusieurs millions de naira est un handicap pour l'économie. Le Nigeria est assez diversifié sur le plan semi-industriel. Imposer des villes mortes réduit la capacité de travail et augmente le chômage dans plusieurs villes, surtout en zone rurale. Et imposer des villes mortes réduit la compétitivité de l'économie face à un environnement où le Nigeria veut être leader, qui est la CEDEAO. Donc, il faudrait donc trouver à court terme vite des solutions pour empêcher au pays de se tirer des balles dans les pieds. Plusieurs personnes sondées dans le sud-est, région en proie à ces villes mortes, affrontent une situation économique difficile car cet appel à rester à la maison rend les rues désertes, entraînant la fermeture des entreprises et des écoles. Le sommet africain sur l'investissement dans la santé a ouvert ce 20 septembre une initiative pour l'amélioration de l'accès aux médicaments en Afrique de l'Ouest. Ce sommet vise à pallier au déficit des systèmes de santé publics de la sous-région. Nathalie Mo. Fragilisés par la pandémie de Covid-19, les systèmes sanitaires d'Afrique de l'Ouest ont besoin d'être renforcés. Apporter des solutions efficientes au déficit sanitaire de l'Afrique de l'Ouest, c'est l'ambition de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, UNECA, lors du sommet africain sur l'investissement dans la santé du 20 septembre 2021. L'initiative ouest-africaine de l'UNECA s'intéresse régulièrement à l'amélioration de l'accès aux médicaments à travers des financements dirigés vers la production.
C'est assez importante car non seulement ça va permettre de rassembler des acteurs techniques afin de discuter sur les sujets liés aux médicaments et à l'accès à l'amélioration des systèmes de santé en Afrique de l'Ouest, mais aussi comme portée, ça va surtout permettre de développer des moyens de financement. L'UNECA veut réaliser une transformation globale de l'investissement dans le domaine de la santé à l'échelle de la sous-région Afrique de l'Ouest. La mise en place d'un écosystème manufacturier prospère en Afrique de l'Ouest nécessitera une prise de décision stratégique et surtout de la prévoyance. Et en plus de certains acteurs privés qui sont invités, je pense que cela va permettre non seulement de discuter autour de la PAP, mais aussi de pouvoir éventuellement lever des fonds et de trouver des fournisseurs afin vraiment de financer les secteurs de santé et surtout nos économies et nos systèmes de santé en Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest compte une population combinée de plus de 411 millions de personnes. Pour offrir à ces populations un meilleur accès aux médicaments, l'UNECA va également travailler à l'harmonisation des cadres réglementaires et des normes qualité des pays. Cette initiative s'inspire du pilote lancé en 2019 en Afrique de l'Est et en Afrique australe. Et du sport à présent avec la 25e édition de l'Afrobasket féminin. La compétition a lieu depuis le 18 septembre au Cameroun. Pour en parler, nous recevons notre journaliste sportif, José Douglas. Bonjour José. Bonjour Pour commencer, Solène. vous avez interrogé un spécialiste qui évoque la taille des joueuses dans la discipline. Oui, les géants de la discipline, vous le savez, la plupart provient du Sénégal où les basketteurs mesurent déjà plus de 2 mètres en général. Mais les femmes ne sont pas petites de taille non plus, les femmes sénégalaises. Et ce complément physique peut-il jouer un rôle important? L'un de nos spécialistes, Samuel Nono, nous en parle. Le Sénégal avec des filles de grande taille, vous savez, c'est un tout le basket. Hein. On a besoin de grands, de petits, plus rapides, agressifs, etc. Donc, le facteur taille est important, mais il n'est pas déterminant. On l'a vu chez les garçons à l'Afrobasket au Rwanda. Donc, tout dépend après de la motivation, de l'envie, de la gagne, de la préparation. Donc, j'espère simplement qu'on connaîtra un super Afrobasket et que les filles, une fois de plus, montreront que le basketball africain se porte très bien. Et retour à présent sur la 3e journée. Oui, tout à fait, avec d'abord un premier match. Les Maliennes qui ont encore fait forte impression en battant la Côte d'Ivoire sur le score de 76 à 63. D'autres images. Un autre match, c'est avec le Sénégal, les Lions de la Teranga, dont les filles sont en forme, et se payent l'Égypte sur un large score de 78 à 63. Et un troisième et dernier extrême avec les Lions, mais cette fois ce sont les Indomptables qui se mettent à l'abri aussi en l'emportant de 20 points d'écart face au Cap-Vert pour cette troisième rencontre 85 à 65. Et puis les Lions Indomptables qui jouent à domicile sont déterminés. Pauline Kambi, ancienne joueuse internationale franco-camerounaise, les suit de près. Écoutez ce qu'elle nous dit. Cette équipe du Cameroun a été renouvelée avec à sa tête coach Ahmed. Dont l'expérience du haut niveau avec son club du BLMA Montpellier, qui évolue en championnat de France LFB et en Euroleague, sera très précieuse, je pense. Et puis l'équipe du Cameroun s'est dotée d'un renfort de taille avec la jeune Ewodo, qui a été la meilleure marqueuse face au Kenya. Donc je pense que le parcours des Lions Indomptables sera très intéressant. Et justement, après le match contre le Cap-Vert, en conférence de presse, le sélectionneur des Lions Indomptables, Ahmed Bambo Djoya, face aux médias. La première chose, c'est qu'on savait en préparant notre match que le Cap-Vert, ce ne serait pas un match facile. Pour la simple raison que c'est une équipe qui est un peu bâtie, qui n'a pas de prototype, il n'y a pas de vrai intérieur, il n'y a pas de vrai extérieur. C'est un peu un jeu où ils jouent sur du drive. Libéré, drive, libéré. Donc on avait travaillé là-dessus en essayant une réussite à 3 points efficiente. Donc c'est un pari qu'on avait. Et la capitaine du Cameroun, Merveille Koyok, voit c'est très loin. L'analyse que je fais, c'est que on est assez soudés au fait. Je nous sens vraiment soudés, je nous sens bien au terrain parce que on arrive à se tenir la main quand c'est assez chaud. Hier, par exemple, j'étais pas forcément au top, mais après, les filles, elles m'ont encouragé. Aujourd'hui, je fais des efforts. Demain, je sais que
ce sera mon tour d'encourager tout le reste du groupe pour qu'on puisse aller de l'avant. Et parlons maintenant des quarts de finale. Eh bien, vous savez, Solène, sont qualifiés Cameroun, Mali, Nigeria, Sénégal. Ces pays connaîtront leur adversaire dans la soirée de ce mercredi 22 septembre, car les matchs ont lieu à partir de 11h jusqu'à 20h. Et pour le Cameroun, ce sera l'Égypte ou la Tunisie. Pour le Mali, soit l'Angola ou le Cap-Vert. Pour le Nigeria, la Côte d'Ivoire ou la Guinée. Et le Sénégal devrait affronter le Kenya ou le Mozambique, Solène. Et pour finir, le top 5 des meilleures joueuses. Oui, très intéressant dans cette compétition. Elles sont 5 comme à chaque journée. Lors de la 3e, eh bien, le classement donnait donc ce qui suit. La 5e, la Nigériane Ezine Kalou, avec ce tir de 3 points qui fait mouche. 4e, vous allez voir tout à l'heure, c'est l'Égyptienne Agar Amer, donc qui pénètre dans la défense adverse sans aucun souci pour aller marquer. Pour le 3e, eh bien, c'est la Capverdienne Josena Vaz avec ce contre face au Cameroun. Superbe, ce contre, regardez. Génial. Pour le 2e, donc, ou la 2e, l'Ivoirienne Laetitia Saï, Pirouelière, qui marque en suspension. Regardez ça un peu. Génial. Et pour la première place, la Nigériane Nicole Ambosi, qui marque au coup de buzzer, qui provoque la joie de ses coéquipières. Extraordinaire. Merci, ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci d'avoir suivi l'information continue sur Africa 24.